J'espère que vous allez bien. Après avoir étudié la reproduction chez les animaux, on va entamer une nouvelle leçon. Alors, observez cette image. Comme on le voit bien, on est dans un champ d'amandiers, en période de floraison. Les arbres sont magnifiques, revêtus d'innombrables fleurs, comme celle-là observée en haut de l'image. Admirez le paysage. On voit là une caractéristique des des plantes à fleurs, chose que vous avez étudiée durant la leçon de la classification des végétaux, puisqu'on a distingué deux types, les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Si on revient après quelques semaines dans ce champ, on va constater la disparition des fleurs et l'apparition des fruits, ce qui signifie que les fleurs se sont transformées en fruits qui contiennent des graines qui, à maturité, vont donner naissance à de nouvelles plantes. Donc, c'est le phénomène de la reproduction chez les plantes. On a ici d'autres exemples de fruits. On distingue des fruits qui contiennent des graines. On cite quelques-uns comme le petit pois, les tomates, les clémentines, mais on remarque que d'autres fruits sans graines comme les bananes et cette espèce de clémentine sans pépins, c'est-à-dire sans graines. Donc, les questions à poser ou exactement les objectifs de ce cours sont: comment les fleurs se transforment en fruits? Comment les graines donnent de nouvelles plantes? Pourquoi certains fruits contiennent des graines et d'autres non? Nous allons répondre à toutes ces questions à travers cette leçon de la reproduction chez les végétaux, qu'on va traiter en 3 chapitres. D'abord, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, puis chez les plantes sans fleurs, et vous connaissez déjà ce que signifie la reproduction sexuée qu'on a étudié chez les animaux. Et enfin, la reproduction asexuée chez les plantes, ou ce qu'on appelle la multiplication végétative. Nous allons commencer par le premier type de reproduction, qui est la reproduction sexuée chez les végétaux. Et on va étudier d'abord la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Faisons un petit rappel. Comme on l'a observé au début, la plante produit des fleurs pendant une période de l'année. Ces fleurs se transforment en fruits, qui en général contiennent des graines qui vont donner des nouvelles plantes. Donc, la première question qui se pose est: comment la fleur se transforme-t-elle en fruit? Et pour cela, on va découvrir la structure d'une fleur en faisant sa dissection, que vous allez découvrir à travers cette vidéo. Donc, observez bien. Alors, nous allons voir comment s'organise une fleur grâce à la dissection de la fleur de tulipe. Donc, quand on observe une fleur de tulipe, la partie externe d'une fleur, c'est ce que l'on appelle l'ensemble des sépales qui forment le calice. Et ensuite, on trouve l'ensemble des pétales qui forment la corolle. Généralement, les sépales sont verts. Ici, on se rend compte qu'on a du mal à faire une distinction entre les sépales et les pétales, puisqu'ils sont tous les deux colorés, très rouges. Donc chez la tulipe, on parlera pour l'ensemble de ces 6 pièces de tépales. On arrive ensuite sur les organes reproducteurs mâles, qui sont les étamines, au nombre de 6 dans la tulipe. Quand on zoome sur une étamine, on observe la partie noire, qui est l'antère, et en dessous de cette antère, on a le filet, en blanc ici. Sur l'antère, on trouve le pollen, qui est ici noir. On va retirer ces 6 étamines
et les disposer correctement. Et nous arrivons enfin sur la partie femelle, l'organe reproducteur femelle, le pistil. On voit ici le stigmate, le style, et en dessous l'ovaire. Donc quand on va ouvrir le pistil de la fleur de tulipe, on va voir des petits ovules. Alors on ne les distingue pas très bien sur la fleur de tulipe, donc je vais vous montrer un exemple avec la jonquille. Donc voici un nouveau pistil de jonquille. Donc là on ouvre la partie renflée verte qui est l'ovaire, et on se rend compte qu'à l'intérieur de l'ovaire, on observe plein de petits ovules. Donc, on peut conclure à partir de cette séquence vidéo que la fleur se compose de différentes parties, principalement 4, que nous allons détailler dans cette image. La fleur est supportée par un pédoncule, puis on observe des sépales, généralement de couleur verte, et l'ensemble des sépales forme ce qu'on appelle un calice. Puis les pétales de couleurs variées qui forment la corolle. Le nombre de sépales et pétales peut varier d'une fleur à l'autre. Ces parties recouvrent d'autres organes à l'intérieur. On a le pistil formé de 3 parties, de 3 pièces, le stigmate en haut, le style et un renflement qu'on appelle l'ovaire. L'étamine est composée par 2 parties. Un mince filet qui se termine par une antère. On conclut que la fleur se compose de 2 parties. Des organes externes qui sont les sépales et les pétales et qui protègent la fleur. Des organes internes, ce sont les étamines et le pistil. Si la fleur contient tous ces organes, on l'appelle fleur complète. Il existe d'autres fleurs qui manquent soit d'étamines ou du pistil, on dit incomplètes. On va observer ici quelques exemples de fleurs incomplètes et complètes. La première image montre une fleur qui manque du pistil. La deuxième représente une fleur de la même espèce qui n'a pas d'étamine. Et la troisième photo représente une fleur d'une autre espèce qui est le kiwi, qui contient toutes les pièces florales sauf le pistil. Donc ces 3 images représentent des fleurs incomplètes, alors que la 4e photo représente une fleur complète, celle de l'oranger. Vous constatez la présence des 4 pièces florales. Certainement, vous vous êtes interrogé sur le rôle de ces différentes pièces de la fleur. Donc, quel est le rôle des parties de la fleur? Commençons par les parties externes. Le pédoncule, c'est le support de la fleur. Il fixe la fleur. Les sépales et les pétales protègent la fleur avant son ouverture, son épanouissement. Et aussi la corolle donne aux fleurs leur couleur splendide ou spécifique. Maintenant, nous allons découvrir le rôle des parties internes, c'est-à-dire le pistil et les étamines. Pour cela, observons ces 2 images. Commençons par la première. Vous voyez là l'ovaire qui renferme des éléments blancs qui, quand on réalise une coupe transversale dans cet ovaire, on voit bien
ces éléments blancs qu'on appelle ovules. Dans la deuxième image, on observe des étamines ou exactement l'antère de ces étamines qui contient des grains très fins appelés grains de pollen. À noter ici que ces grains de pollen ne sont observables qu'après maturité de l'étamine, qui se manifeste par l'ouverture de l'antère et donc la sortie de ces grains. On pose alors la question: quel est le rôle de ces éléments? Ou spécialement, quel est le rôle des ovules et des grains de pollen? Pour répondre à cette question, on va analyser des expériences suivantes. Alors nous allons analyser les 4 expériences. On aura besoin de 4 fleurs de la même espèce. La tulipe par exemple. La première expérience. On prend une fleur de tulipe. On disperse sur cette fleur des grains de pollen d'une fleur d'une autre espèce, par exemple la lavande. Et après 4 semaines, on remarque que toutes les pièces florales ont disparu. Et ce qui reste, c'est uniquement le pistil. Mais ce dernier se rétrécit et va finir par disparaître. Passons à la deuxième expérience. On recouvre le pistil de la fleur, puis on disperse les grains de pollen d'une fleur de la même espèce, c'est-à-dire de la tulipe. Et après 4 semaines, on constate le même résultat de l'expérience précédente. La troisième expérience. On couvre le style et l'ovaire et on épargne le stigmate. Et on procède de la même façon que la deuxième expérience, c'est-à-dire qu'on ajoute des grains de pollen au-dessus de la fleur et après 4 semaines, on remarque du changement. On assiste à l'apparition de fruits, c'est-à-dire que le pistil s'est transformé en fruit. La dernière expérience, on couvre seulement le stigmate, comme vous le voyez. Puis on disperse les grains de pollen de la même façon et après 4 semaines, on constate qu'il n'y a pas de formation de fruits. Certainement, vous avez conclu que 2 conditions sont nécessaires à la formation de fruits, ou précisément la transformation de fleurs en fruits, qui sont: d'abord les grains de pollen doivent se déposer sur le stigmate, et ces grains de pollen doivent être ceux d'une fleur de la même espèce. Donc la conclusion est: la formation du fruit ne s'effectue que lorsque les grains de pollen de l'étamine se déposent sur le stigmate du pistil. C'est le phénomène de pollinisation. Deuxième chose, la pollinisation d'une fleur ne s'effectue que par les grains de pollen d'une fleur de la même espèce. Autre chose, vous avez remarqué certainement que les étamines et le pistil sont les pièces florales qui contribuent à la formation du fruit. Donc, ce sont les organes reproducteurs. Et puisque le pistil
contient au niveau de l'ovaire des ovules, donc c'est l'organe femelle de la fleur, alors que l'étamine est l'organe reproducteur mâle. À noter que dans la nature, la plupart des fleurs possèdent les deux organes, mâle et femelle, à la fois. On dit qu'elles sont hermaphrodites ou bien bisexuées, les deux sexes. Il existe certaines espèces, comme le palmier, le kiwi par exemple, où on trouve des plantes à fleurs unisexuées, c'est-à-dire qu'il existe des arbres qui produisent des fleurs possédant sépales, pétales, étamines. Ce sont des arbres mâles. Et d'autres arbres qui produisent des fleurs ayant des sépales, pétales et pestils. Ce sont des arbres femelles. Maintenant, la question qui se pose. Comment se déroule la pollinisation? Ou bien, comment se déposent les grains de pollen sur le stigmate? On distingue deux types de pollinisation. Pollinisation directe, autopollinisation, comme vous le voyez sur l'image, dépôt des grains de pollen d'une fleur sur le stigmate de cette même fleur, c'est-à-dire au sein de la même fleur. Ce type est rare. Deuxième type, la pollinisation indirecte ou pollinisation croisée. Le pollen d'une fleur se dépose sur le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. Il est assuré par des facteurs comme les oiseaux, les insectes, le vent, l'homme. À noter ici que 90% des plantes à fleurs sont pollinisées par les animaux ou principalement par les insectes. Vous avez certainement posé la question: pourquoi la pollinisation croisée est la plus abondante dans la nature? Deux causes expliquent cette remarque. Soit les étamines et le pestil n'atteignent pas leur maturité en même temps. Généralement, les étamines arrivent à maturité avant le pestil. Ou bien, les étamines sont plus courts que le pestil. On va maintenant voir quelques caractéristiques que possèdent les fleurs et qui leur facilitent la pollinisation, soit par les insectes ou bien par le vent. Donc, les fleurs développent des stratégies pour attirer les insectes, parmi lesquels les fleurs adoptent une coloration vive et elles sont de grande taille, donc facilement repérables par les insectes. Les fleurs sont aussi parfumées et contiennent du nectar, qui sert de nourriture aux insectes. Les grains de pollen sont gluants et de grande taille, ce qui permet leur collement sur le corps des insectes. Et je vous propose cette vidéo pour illustrer ce type de pollinisation. Les fleurs se préparent à la visite des insectes. Elles produisent du nectar pour les attirer et favoriser la pollinisation. Le pollen est une sorte de poudre collante. Quand le papillon absorbe du nectar, il prélève aussi du pollen. Il ne s'aperçoit même pas que sa trompe en est couverte. Il enroule sa trompe et s'envole en direction d'une autre fleur.
Lorsque le papillon déposera le pollen dans une autre fleur de la même espèce, il la fécondera sans le savoir. C'est ainsi que les papillons, mais aussi les oiseaux et les abeilles, aident les plantes à se reproduire depuis des milliers d'années. Maintenant, pour les fleurs pollinisées par le vent. Elles présentent certaines caractéristiques. Elles sont petites, ternes, c'est-à-dire pas très colorées, et sans parfum ni nectar. Les grains de pollen sont fins et légers, donc facilement transportés par le vent, comme le montre cette vidéo. Les chatons des noisetiers sont un signe qui ne trompe pas. Ces fleurs mâles sont les premières à s'ouvrir. Les fleurs femelles bourgeonnent et pointent leurs stigmates rouges pour accueillir le pollen. La brise printanière active la fécondation. Des nuées de graines saturent l'air, un seul chaton pouvant en contenir à lui seul 4 millions. Les conifères fleurissent à leur tour et leur semence vient grossir le nuage doré. Grâce à leurs écailles et à leur forme spécifique, les cônes femelles réceptionnent et canalisent le pollen porté par la brise. Ces vents printaniers insufflent la vie dans la forêt. Sans eux, tout ce monde disparaîtrait. Dans certains cas, les fleurs ne possèdent aucune de ces caractéristiques, comme les palmiers, où l'homme intervient dans leur pollinisation, et vous pouvez faire une petite recherche dans ce cadre. Maintenant, la pollinisation est achevée. Quelle est l'étape suivante? Ou bien, quel est le devenir des grains de pollen après la pollinisation? Et pour cela, nous allons analyser l'expérience suivante. On prend 2 boîtes dans lesquelles on a déposé des grains de pollen sur un liquide sucré nourrissant. Et dans la deuxième boîte, on met au milieu une portion du stigmate. Et après 24 à 48 heures, on observe les résultats dans les 2 boîtes. On constate que les grains de pollen germent et donnent des tubes polliniques. Mais on remarque dans la première boîte que ces tubes n'ont pas de direction particulière, alors que dans la deuxième boîte, les tubes polliniques sont organisés et dirigés vers le stigmate. Donc, je vous laisse réfléchir et expliquer ces résultats, chose que nous allons traiter dans la prochaine et deuxième partie de ce cours. Merci pour votre attention et à bientôt.